Pierre Belin d'Hénambuc prend officiellement possession de l'île au nom de la France en 1635. Il négocie immédiatement la partition du territoire avec le capitaine Pilote, un chef kalinago qu'il fréquente depuis plus de 10 ans. L'île est donc divisée en deux, les colons à l'ouest et les sauvages à l'est. Lorsque débute la colonisation, une grande partie des Kalinago a déjà disparu, décimés par les conquistadors et les maladies venues d'Europe pour lesquelles ils n'ont pas de défense immunitaire. Lorsque la production de sucre commence, que les terres prennent de la valeur et que le commerce triangulaire se met en place, ils ne sont plus que quelques milliers rassemblés autour d'une poignée de chefs dans le Nord Atlantique. Un jour de 1658, un événement inattendu va précipiter leur chute. Le capitaine Nicolas, qui est un des personnages amérindiens importants de l'île, va boire un coup à Saint-Pierre avec ses hommes. On est dans une situation de paix. Et en fait, il est pris à partie par les colons. Lui et ses hommes sont mis à mort. Et suite à cela, la décision est prise d'aller expulser les Amérindiens de la Martinique dans une rhétorique qu'on a beaucoup entendue depuis, qui est celle de la guerre préventive. C'est en gros, on a tué leur chef, il faut aller leur faire la guerre tout de suite parce que de toute façon, ils vont nous attaquer si on ne le fait pas. Lourdement armés, les soldats dominicains et jésuites sont donc chargés de débarrasser l'île de ses occupants légitimes. Les premiers choisissent la voie terrestre, tandis que les seconds passent par la mer, persuadés d'arriver les premiers sur leur cible. Sûrs de leur victoire, ils avaient déjà transporté par canot un fort en bois qu'ils avaient démonté à Saint-Pierre. Et lorsqu'ils sont arrivés, on leur a dit montez le fort. Ils ont monté ce fort en bois qu'ils ont baptisé Fort Sainte-Marie. Et c'est ce nom qui a donné son nom, ce fort qui a donné son nom à la ville de Sainte-Marie aujourd'hui. La bataille de Sainte-Marie va marquer le début d'une guerre de 2 ans, au cours de laquelle plus de la moitié des Kalinago de toute la région seront décimés. Un traité de paix est finalement signé en mars 1660 avec les Français et les Anglais. Les Amérindiens peuvent conserver les îles de Saint-Vincent et de la Dominique. Quelques années plus tard, certains reviendront s'installer en Martinique, en particulier dans le sud Atlantique. Il y a des études de généalogie scientifique qui ont été faites qui prouvent que plusieurs centaines de familles de cette région, Marin, Sainte-Anne, Vauclin, François, ont des descendances directes avec les Caraïbes. Donc voilà, c'est un peu le début de notre histoire humaine. En plus d'un patrimoine génétique important et de vestiges archéologiques, les Kalinago nous ont laissé un riche héritage culinaire et culturel, toujours bien visible au XXIe siècle. Les dénombrements et les cartes du XVIIe siècle prouvent que l'éviction totale des Caraïbes en 1658 a un sens politique. La fin de l'existence de communautés indépendantes. Les théoriciens séparant de plus en plus les descendants d'Africains de ceux des Amérindiens. En 1766, Choiseul conclut qu'ils ont toujours été considérés comme blancs, quoi qu'ils soient de sang mêlé. C'est exact pour ceux qui sont alliés à des Européens. Ainsi au diamant, Sieurs et dames, les Delaunay sont blancs et dispensés de l'impôt dit de capitation. Leurs cousins et voisins, les Carbets à peau foncée, sont classés avec les gens de couleur. S'ajoutant aux traditions, ces privilèges qui ont perpétué l'esprit de groupe et longtemps favorisé les mariages consanguins ont fait place à de vagues souvenirs mêlés d'incrédulité. Qui connaît les ascendants du père Jean-Michel? Au revoir et à bientôt pour une autre histoire. Féminine. De toute façon, il faut oser. Et puis ça, c'est à nous. Pourquoi ne pas le mettre? Pourquoi les mettre ailleurs, quelque chose d'autre? Alors donc, non, le Bakwa a sa place dans la mode et surtout en Martinique. Et je pense que pour afficher une identité martiniquaise, il faut porter un chapeau Bakwa. Cette première opération de l'Osatour sera renouvelée avec un objectif, celui de préserver un pan d'histoire du patrimoine, une histoire vieille de 45 ans pour la vannerie caraïbe. Notre tradition, c'est une tradition caraïbe
J'ai connu un petit peu les Caraïbes parce que ma grand-mère, elle était Caraïbe. Et ma maman, c'est fille de Caraïbes. Je suis petite fille de Caraïbes. Il y a un certain moment, c'était endormi un petit peu. Mais je pense à présent, ça a recommencé à se mettre sur pied. Eh bien, autrefois, il y avait peut-être plus les enfants des banniers. Quand j'ai été élevée, c'était plus les enfants des banniers. Mais maintenant, on commence à voir les gens d'ailleurs. On commence à s'intéresser. Une ouverture vers le monde à orienter donc, pour cette pratique typique du Nord. Les dénombrements et les cartes du XVIIe siècle prouvent que l'éviction totale des Caraïbes en 1658 a un sens politique, la fin de l'existence de communautés indépendantes. Les théoriciens séparant de plus en plus les descendants d'Africains de ceux des Amérindiens. En 1766, Choiseul conclut qu'ils ont toujours été considérés comme blancs, quoi qu'ils soient de sang mêlé. C'est exact pour ceux qui sont alliés à des Européens. Ainsi au diamant, 10 sieurs et dames, les Delaunay sont blancs et dispensés de l'impôt dit de capitation. Leurs cousins et voisins, les Carbet à peau foncée, sont classés avec les gens de couleur. S'ajoutant aux traditions, ces privilèges qui ont perpétué l'esprit de groupe et longtemps favorisé les mariages consanguins ont fait place à de vagues souvenirs mêlés d'incrédulité. Qui connaît les ascendants du père Jean-Michel? Au revoir et à bientôt pour une autre histoire.